C'est 8h, pas 7h55, je sais pas pourquoi vous êtes en train de chouiner là. Vous entrez, vous sortez vos cartes du centre. C'est son pseudonyme, la Chicheline. Brigitte Bardot. Brigitte Bardot. Je te prends rendez-vous aux affaires sociales, t'es d'accord avec ça? Ah ouais, allez. Vous les chouchoutez trop et c'est pour ça qu'elles reviennent chez vous. Seulement 4% sont arrivés à se réinsérer. On ne peut pas continuer à dépenser sans résultat, on peut plus. Qu'est-ce que c'est que ça? On revient pas. Chantal, elle sait réparer des trucs. Ça se trouve, les autres aussi, elles savent faire des choses. C'est peut-être comme ça qu'on peut les aider. Moi, j'étais soignante. J'ai travaillé dans une agence immobilière T'as fait ça pendant combien de temps? un jour. Ah, c'est 24 heures, hein. En même temps, c'est beaucoup. Alors, on reçoit aujourd'hui au CGR de Beauvais des gens qui sont dans la lumière, qui sont d'habitude donc des invisibles, pour le troisième film donc réalisé par Louis-Julien Petit. On a eu Discount, ensuite un film, téléfilm plutôt, Carole Mathieu pour Arte. Pour Arte, ouais. Et après on l'a sorti en salle. Et donc là, on a Les Invisibles. Alors, d'où vient ce film? Quelle est la genèse un peu de la construction de ce film? D'où est partie la petite idée? La genèse, enfin c'était surtout le sujet, c'est Claire Lajani qui a réalisé un documentaire qui s'appelle Sur la route des Invisibles. Elle a passé 6 mois avec des femmes de la rue. Et elle a écrit ensuite, c'est un documentaire pardon, qui est passé sur France 5. France 5 ouais. Voilà, et ensuite elle a écrit un livre où elle a raconté son point de vue avec ces femmes. Et comment elle avait vécu avec elles, comment elle avait ri avec elles. Et voilà, et le nombre de temps qu'elle a passé dans ces centres d'accueil. Et quand elle est venue donc avec ce livre, elle me l'a proposé en me disant peut-être qu'il y a un film de cinéma. Et moi je lui ai dit mais attends, je comprends pas comment tu as pu rire de ce sujet-là, comment tu as pu rire de cette situation dramatique. Et elle m'a confirmé qu'elle n'avait pas ri d'eux, mais ri avec. Et voilà, j'ai passé 1 an dans les centres d'accueil. Ensuite, je suis parti pendant voilà, 1 an d'investigation. C'est vrai que souvent, quand on pense SDF, on pense plus à des hommes finalement. C'est aussi là le côté invisible des femmes, d'avoir mis l'action sur des femmes. Mais le film, le documentaire se passe plutôt dans la rue. Là, le film, lui, n'est pas axé dans la rue, il est axé sur un centre social. Donc à l'écriture, vous avez pris une autre direction. Ouais, j'ai pris une autre direction. Déjà, les invisibles, ça s'appelle les invisibles. Les invisibles, c'est toutes les minorités que la société met de côté. Donc c'est pas forcément que les SDF, il y a plein de personnes qui ne sont pas regardées ou qui sont en marge de la société. C'est un peu un nom journalistique qui est repris ici ou là. Il y avait un fabuleux documentaire qui s'appelait Les Invisibles de Sébastien Lifschnik sur les couples LGBT. Et puis il y a eu voilà, des livres, etc. Moi j'ai gardé Les Invisibles puisque les Invisibles sont d'un côté les travailleurs sociaux qui ne sont pas aidés à aider les autres et les femmes de la rue qu'on ne regarde pas, voire plus. Je dirais plutôt pas. Donc oui, la trajectoire de comment être passé de la rue à un centre d'accueil. J'ai écrit une première version de scénario que j'ai mis à la poubelle parce qu'elle s'apparentait trop à une chronique sociale. Elle était exclusivement dehors. Du documentaire. Voilà, proche du documentaire et quasi exclusivement dehors. Et en fait, je me suis dit pour passer du temps, pour prendre du temps avec chaque personnalité, chaque femme. Il fallait mettre un pied d'équité, une égalité et un regard. Il fallait que je pose ma caméra, comment dire, de manière simple à taille humaine. Et puisqu'on parle d'un film plutôt solaire qui va chercher des solutions, dans un centre d'accueil, c'est ce que j'ai ressenti quand j'allais dans les centres, c'est que tout le monde est au même piédestal quand j'étais bénévole. Voilà, on est tous, c'est collectif quoi. On vit tous ensemble. Chacun participe voilà, à ce centre et donc du coup il y a un groupe qui se passe. Et c'est ça qui m'intéressait en fait, de prendre ça comme base et de me dire que effectivement quand on est une femme à la rue c'est la double peine et donc en plus
en plus d'aller dans ces centres, prendre un café, charger son téléphone, prendre une douche et être au chaud, il y a aussi être en sécurité. Donc si le centre est menacé, comme c'est le cas dans l'histoire, eh bien, il va y avoir une réaction encore plus puissante des travailleuses sociales. Et donc, justement, là, vous avez aussi, à travers ce film, souhaité qu'on soit plus, par rapport au documentaire, je reviens un peu par rapport au documentaire, qu'on voit plus aussi le travail du personnel social dans ces face-à-face, aussi toutes les fêlures, voilà, on n'a pas affaire à des gens... Enfin, il y a un film très intéressant en ce moment à l'affiche qui est Pupille, qui démontre aussi tous ces fonctionnaires de l'État qui font un travail merveilleux sur l'adoption. Et là aussi, on a encore des travailleurs sociaux qui font aussi un travail merveilleux. Et c'est là aussi le niveau intéressant qu'il y a dans votre film. Il n'y a pas que le côté SDF, il y a également SDF et autres, hein, parce qu'il y a les réfugiés, par exemple, qu'on appelle autrement d'autres, mais bon, ce sont des réfugiés avant tout. Et donc il y a tout ce cheminement, et on s'aperçoit que des gens qui ont leurs propres difficultés de vie s'occupent de gens qui ont aussi des difficultés de vie à travers le film. Donc ça, évidemment, c'est toute la question de savoir comment on met la limite à l'aide, la limite entre, puisque c'est des métiers passion, ce que font les travailleurs sociaux, donc la limite qu'on met entre le personnel et le professionnel. C'est d'ailleurs le personnage de Quentin Faure, Laurent, c'est quelqu'un qui, comme le personnage de Pablo Poli, Dimitri, ils sont un peu en satellite. Ils sont en satellite, mais ils arrivent à mettre le curseur entre cette limite, en tout cas. Ce que fait Laurent, c'est de dire stop, moi je cautionne pas ça. C'est marrant parce que ce que vous avez dit tout à l'heure, où on voit aussi ces travailleurs et ces travailleuses sociales un peu, on voit leur part d'ombre, genre quand ils rentrent chez eux et qu'ils arrivent avec leurs doutes, etc. Et ça, Louis Julien, il a divinement bien filmé, parce que moi, ça me rappelle ma mère notamment, qui est non pas assistante sociale, mais institutrice spécialisée, qui s'occupe des cas très 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 lourds, quoi. Et effectivement, plein de fois, j'ai vu ma mère rentrer à la maison en pleurant, ou je sais pas quoi faire et tout ça, et c'est hyper juste. Et oui, effectivement, c'est vrai que les hommes autour ont ce rôle un peu satellitaire, mais de bonne conscience, quoi, un peu comme dans Phèdre ou dans... vous voyez, dans Andromaque, dans ces grandes tragédies, il y a toujours les consciences qui sont là, quoi, pour essayer d'aiguiller un peu. Et pour dire non, ce que fait Laurent, c'est de dire, moi, ramène pas le boulot ici le dimanche. Ouais, voilà. Parce qu'elle fait, Audrey, elle sollicite énormément de gens, elle sollicite ses amis, c'est des métiers passionnants. On sent que Laurent veut aussi la protéger. Laurent, il veut la protéger, je pense que... Il sent qu'elle est en train de se perdre à un moment, ouais. Surtout, il l'aime, mais il est patient. Complètement. C'est-à-dire que... C'est ça aussi, oui, mais c'est ça aussi l'amour. Quand on aime, c'est l'évidence. Et lui, il a toujours dit qu'il était là. C'est elle qui n'arrive pas à le voir. C'est le personnage d'Audrey Lamy qui n'arrive pas à se rendre compte qu'il faut qu'elle pense à elle. Parce qu'elle est dans un altruisme destructeur. Plus elle aide, plus elle s'oublie. Et en fait, plus elle rend visible ces femmes de la rue, plus les travailleurs sociaux deviennent invisibles. Plus elles se perdent, et c'est ça qui est beau dans la trajectoire d'Audrey. Et donc justement, comment est venu le casting du film? Parce que là, on a un petit peu avancé, il y a Audrey Lamy par exemple. Tout le monde sauf Quentin Faure qui a été imposé par la production. Oui, il y a un quota. Sa productrice avait une dette envers moi, donc... Il y a un quota de Quentin. Non, Corinne Maziero... Elle est là sur tous vos films. Voilà, Sarah Succo et Pablo Poli, c'est des acteurs qui me suivent depuis Discount. Déborah Lukumwena, je l'avais adorée dans Divine. Bien sûr. Et je lui ai proposé d'écrire pour elle, et j'ai écrit pour elle. Ce personnage à la fois fragile et forte. Elle m'avait à la fois touché, mais surtout je l'ai vue dans une émission de télévision ensuite où elle s'exprimait, elle était tellement brillante. Ouais. On l'a reçue ici pour Divine et c'est vraiment quelqu'un de... Elle a une éloquence qui est voilà, divine. Et je me suis dit, moi j'aimerais bien qu'elle fasse partie de mon film. Et j'avais, le personnage d'Angélique existait,
Je l'avais rencontrée, j'avais envie qu'il soit incarné par elle. Et j'ai eu de la chance, elle m'a suivi. Les deux actrices, Audrey et Noémie, sont arrivées un peu sur le tard. D'abord, Audrey, moi je cherchais quelqu'un qui est en plus d'être une actrice, qui est la tragicomédie en elle, qui est cette formation de conservatoire, soit aussi quelqu'un qui ait cette humanité, cette sincérité dingue. Et j'avais envie aussi de proposer à une actrice quelque chose, un combat qu'elle n'avait pas forcément envisagé, que ce soit en tant qu'actrice ou en personnage. C'est vrai que c'est un peu un basculement dans sa carrière, ce rôle. Faudrait lui demander, mais moi je suis trop fier. Moi, en tant que spectateur, c'est comme ça que je l'ai reçu. Moi, je suis trop fier parce qu'elle est démentielle. Et là, on voit toute la palette de son art. Moi je trouve que le genre de la comédie sociale lui va bien. Parce qu'en fait, elle joue toujours dans la même tonalité et en même temps, elle provoque des scènes de comédie et d'émotion. Et Noémie Lovski, je l'avais adorée dans Les Beaux Gosses, je l'avais adorée dans Camille de Redouble. C'est une actrice qui est très très loin de moi, en fait, qui était très loin de mon cinéma. Et mon directeur de casting m'a dit, mais Hélène, c'est elle. Et en fait, parce ce personnage était attachant, c'est-à-dire qu'elle posait toujours les questions, elle était très pragmatique et en même temps très lunaire. Quelqu'un qui est très... qui va dans ce centre pour aider, et en même temps pour se faire aider, il y a un mystère qui plane sur elle. Et en même temps, c'est une femme un peu plus bourgeoise qui va trouver son utilité, qui est invisible à l'extérieur. Elle ressemble totalement à des personnages qu'on rencontre dans des associations qui sont... Moi, j'en ai rencontré 10 000, des Hélène. Ok, donc on a un peu rencontré les mêmes, qui finalement ont besoin aussi pour elles-mêmes d'être là. Ils ont plus aussi... on ne sait pas exactement qui soutient qui. Elles ont besoin de chercher une utilité, enfin de trouver une utilité dans le centre, de trouver une... et souvent elles en font beaucoup plus alors qu'elles sont un peu transparentes, voire invisibles dans leur vie privée. Ce qui est le cas de ce personnage et qui va trouver son sens dans le centre. Qui est un peu en fait la trajectoire et l'œil du spectateur au fur et à mesure du film. Voilà, et puis après, il y a un grand casting, on a Lady Di, Brigitte Macron... il y a deux autres actrices qui font partie de documentaires qui sont... deux personnages, qui est le personnage de Julie interprété magistralement par Sarah Succo et Marie-Christine Horry qui joue Catherine, celle qui s'endort tout le temps. Ça, c'est deux personnages qui sortaient du documentaire. Donc c'est deux actrices professionnelles qui ont incarné. Et les hommes, surtout, il y avait Fadza Bouyamed qu'on a vu dans La Vache, Pablo Poli, Dimitri, qui avait fait des films dans Patient aussi, Antoine Reynard dans 120 battements par minute et Quentin Fort. Qui est le petit nouveau que j'aime. On a vu quand même dans des courts-métrages. Dans Versailles. Moi, j'avais pas vu. Voilà. Rôle dans Versailles. Moi, j'avais pas vu. Moi, je l'avais pas vu. Je l'ai découvert en essai. J'étais complètement séduit parce que. J'étais séduit par Quentin parce qu'il avait une couleur que personne n'avait et que je savais qu'il allait prendre sa place dans le film. Justement, Quentin, il est comment Louis Julien sur un tournage, c'est quoi ce réalisateur? Je bois un petit verre de rouge. Vas-y, tu peux tout dire. Il a une façon de travailler qui est assez proche de celle du théâtre en fait, ce qui est très agréable parce qu'il va pas couper toutes les 2 secondes, il laisse la caméra tourner. Et la scène, en fait, on va la faire une fois, puis 2, puis 3, et puis la caméra continue à tourner. Au fur et à mesure, il nous donne des indications, ce qui fait que, non pas d'une prise à l'autre, parce qu'il ne fait pas plusieurs prises, mais d'une séquence à l'autre, ça prend beaucoup d'épaisseur, etc. Et puis de toute façon, voilà, quand tu travailles avec un réal qui, pour maîtriser son sujet, vient de passer 1 an dans des centres, tous les jours, etc., il te demande un truc, tu le fais, voilà, tout simplement. Et puis oui, voilà, tu le suis au bout du monde et tout se passe bien en fait, parce que lui il sait de quoi il parle, toi pas. Moi j'ai pas fait 1 an dans des centres, puis je joue un agent immobilier, je me suis pas formé chez Century 21 pendant 6 mois non plus quoi. J'ai juste arrivé avec mon personnage et mon texte su par cœur et voilà. Et ma sensibilité. Mais il y avait aussi un truc. Il y avait un truc aussi quand il y a eu un truc dans ce personnage. Moi j'aime attraper un peu de vérité chez les acteurs.
Et il y avait un peu de toi dans Laurent. D'ailleurs, les 3/4 des scènes qu'il a faites, je les ai changées la veille ou l'avant-veille en disant on va pas faire ça, la scène du foot. C'était dans un appartement, le dialogue, le monologue de la déclaration d'amour, c'était pas écrit comme ça. Il n'existait pas. Ça a été écrit, mais pas comme ça. Et je lui ai dit il faut lâcher prise. En fait, moi, j'écris beaucoup, je pense à des acteurs, et après, quand je les rencontre, je les regarde, je les étudie, je les vis, quoi. On vit juste. Et pour que ça soit incroyablement bien incarné, il faut oublier les dialogues, et il faut oublier l'acteur, il faut voir que le personnage. Donc, quelque part, il y a un peu de vérité. Moi, je crois pas qu'un acteur puisse mettre complètement une barrière et recréer tout. Il y a des trucs où je reconnais, et en même temps, c'est des petites choses, mais c'est ce que j'ai vu de lui et qui allait dans le personnage, dans la vision de Laurent. Donc vous avez été en immersion pendant un moment pour le film, à Arras, je crois. À Arras, à Grenoble, une fois. Non, Arras, c'est le déclenchement. D'accord. Arras, c'est l'envol, le vrai envol. Bruno Lajara. Je me prends une claque dans la gueule, grave. J'ai le livre. On a pris les droits du livre. J'ai vu le documentaire. Non, je crois que j'avais même pas vu encore le documentaire. Il n'était pas encore sorti. Et Corinne Maziero m'emmène à Arras. Et là, j'ai un gamin devant moi qui a 16 ans, qui n'a pas dormi depuis 4 jours. Et Bruno Lajara me dit tiens, voilà ce qu'on vit tous les jours. Il appuie le gamin cherche un endroit où dormir le soir. Il fait le 115, on est sur haut-parleur, on est une trentaine autour de ce téléphone, on attend une vingtaine de minutes. Personne ne répond. Et moi, je m'écroule, je me mets à pleurer. Parce que tu as le gamin qui est là devant toi, tu as le téléphone, et il dit voilà, c'est ce qu'on vit tous les jours. Donc le 115 qui ne répond pas. Le 115 qui ne répond pas, qui est saturé. En plus, c'était vers 15h. Hein. J'étais complètement bouleversé. Et je me suis dit, merde, ben voilà, il y a un film, il y a un sujet, et je dois faire ce film. C'était pas j'ai envie, hein. C'est je dois faire ce film. Envers et contre tous. Et donc justement, je dois faire ce film. Et pourquoi ? Pourquoi vous ? Pourquoi ce film ? Pourquoi moi, je sais pas. Mais en tout cas, je l'ai pris. Mais par contre, ce mot, on se l'est tous passé. Enfin, tout le monde s'est dit à un moment, moi aussi, je dois faire ce film. C'est un truc commun. Ah oui, ouais. Exactement. Comment on ressort de cette expérience ? Quand j'ai su que j'étais pris pour le rôle, ils m'ont envoyé tout le scénar, j'ai lu tout le scénar. Je me suis dit, mais il faut ce film-là. Puis il en faut 250 000 des films comme ça, surtout, quoi. Il en faut pas qu'un, il en faut plein. Tu lis un scénar comme ça, tu dis, mais c'est évident qu'il faut que je mette mon amour, mon talent, tout ce qu'on veut au service de ça, quoi. Bien sûr. Et on ressort comment de cette expérience ? Moi, je fais que du cinéma, hein. Je sauve pas des gens. Parfois, on stigmatise un fantasme sur le cinéma. Il y a beaucoup, en fait, il y a beaucoup de cinéastes qui cherchent évidemment la crédibilité. Moi, dans ce film, je cherchais la vérité et des relations simples mais vraies. Et donc ces femmes-là, comment on en sort ? On n'en sort pas, parce qu'on est toujours en contact, et qu'on l'a été au premier moment où je les ai rencontrées. On a fait donc un casting, une centaine de femmes se sont présentées dans des théâtres, enfin on a fait des ateliers théâtre. Il y a eu, je leur ai proposé, comme dans les centres d'accueil, de choisir un prénom d'emprunt. Dans les centres d'accueil, c'est pour conserver leur anonymat. Là, c'était pour créer un artefact qui allait leur permettre de s'exprimer, de créer comme une vérité fantasmée, déformée. Et en fait, elles sont devenues des actrices, elles ont mis leur vérité au service de l'histoire. Et ça a été dingue parce qu'on a tourné le film dans la continuité. Donc le premier plan devant les grilles et le dernier, c'est quasiment dans l'ordre du scénario. Enfin, c'est dans l'ordre du scénario. Donc on les a vus reprendre un peu de lumière dans le regard, reprendre un peu de conventionnel,
reprendre un peu de visibilité, elle avec elle-même ou elle avec les autres. Et ça n'a pas de prix. Ça dépasse un film complètement. Il y a eu plein de fois, on a oublié la caméra. C'est vrai. Enfin, Après, tu dis, on n'en ressort pas, c'est vrai qu'on n'en ressort pas complètement, mais en même temps, moi j'ai eu le sentiment que ça me remettait à ma juste place aussi, quoi. Tu vois? Un peu. Parce que là, par exemple, dans cette équipe d'acteurs et d'actrices, il y a des non-professionnels et des professionnels. Et de base, quand tu mélanges un peu des équipes comme ça, où tu as des acteurs professionnels et des acteurs non professionnels, c'est plutôt les acteurs professionnels qui prennent en charge c'est l'inverse. Et là, c'est complètement l'inverse qui s'est passé, en fait. C'est-à-dire que nous, on est arrivé avec notre savoir-faire d'acteurs, notre formation à 2 balles, tu vois, d'études, et elles arrivent avec leur vraie vie. Tu vois, c'est-à-dire que tu as face à toi d'un coup une nana qui a vraiment tué son mari parce qu'il la battait, qui a vraiment fait de la prison, qui a vraiment connu la rue, qui machin. Tu te dis, bon ben moi en tant qu'acteur, je suis où en fait, tu vois. Donc elles ont en plus leur sincérité. Tu vois, et qui en plus arrivent, qui arrivent avec leur sincérité, toute leur humanité et tout ça. Donc en tant qu'acteur, tu te tais, tu les écoutes et toi tu te fonds dans la masse. Et c'est un plan, une prise. En fait, ce que te dirait Noémie Milewski, Maziro, Déborah Lokumwena et Audrey, ce qu'elle te dirait, c'est, voilà, nous, quand on les a rencontrés, on se dit la barre est très haut. Ouais. Très, très, très haute. C'est-à-dire que, en fait, pour avoir ce niveau de jeu, elles ont flippé, parce que c'était pas bonne, elles étaient très, très, très bonnes. Très, très, très bonnes. Avec leur sincérité, leur vécu, leur rien à foutre de la caméra, leur on y va, on y va. Et en fait, ça les a fait flipper, et elles ont dit, mais en fait, c'est elles qui nous ont portés, elles nous ont mis très, très, très haut. Et ben, c'est un peu ce que j'ai ressenti moi avec elles. C'est qu'en fait, elles m'ont rendu personnellement meilleur. Je me sens meilleur dans mon âme et conscience sur le vécu. Et après, chacun a son parcours de vie. Hein. Chacun a envie d'être élevé ou se sentir mieux voilà, dans la vie. Mais elles m'ont vraiment comblé d'amour parce que on ne peut pas arriver à faire ce film-là si on n'a pas confiance, s'il n'y a pas un rapport très fort. Mais pas qu'avec moi, hein. Avec les acteurs, avec l'équipe technique, là, avec les personnages, les cadreurs ici ou là, les mecs qui mettent la lumière, mais tout ça, ça se crée. Ça se crée, ça se fédère. Et moi, j'ai la même équipe depuis 3 films. Donc quand on vient à la maison, on fait le film, tout le monde se connaît. Tout le monde est très pro, on est une équipe très jeune, tout le monde est très pro, très carré, mais on est des teams, quoi. Et du coup, tout le monde s'oublie. On oublie les 45 personnes qui sont derrière. Pour obtenir cette vérité-là, il fallait des gens intègres, respectueux, convaincus par le projet, etc. Et justement, comment on monte un projet comme ça? Est-ce que économiquement, financièrement, on trouve des partenaires facilement ou pas? Oui. En fait, bizarrement... Après, moi, j'avais fait Discount. Donc, j'avais fait Discount, j'avais fait Carole. Carole Mathieu, qui était plus complexe Discount, d'accès. Vous avez d'ailleurs eu le prix du public à Angoulême. À Angoulême. Ouais. Mais Discount, je ne m'en rendais pas compte à l'époque, mais ça avait un peu marqué sa petite période, je crois. Dans le genre de la comédie sociale française, de rire de la crise, c'était nouveau. Enfin, c'est ce que j'ai entendu bien après. Moi, j'y croyais pas sur le moment. Je me dis, attends, j'ai rien inventé, parce que moi, j'étais fan de Loach, de Ken Loach, de Stephen Frears, de toutes les comédies anglo-saxonnes. Donc, pour moi, la désobéissance civile, tout ça, ça faisait partie du cinéma. Et en fait, le public l'a pris, et c'était... Quand je suis revenu avec Les Invisibles, cette tonalité-là, elle était rire. Peut-être que j'ai pu réconforter, je ne sais pas, les personnes qui ont demandé à François Clair, qui est derrière comme un distributeur. Non, mais je ne sais pas ce qui a fait que ce script était particulier. En tout cas, l'originalité, je crois, c'était que oui, on allait rire avec elle, pas d'elle, encore une fois, on allait rire avec les femmes SDF, et peut-être que ça s'incarnait plus parce que j'avais fait Discount et qu'on se disait, tiens, machin, je sais pas. En tout cas, moi, c'est le film, paradoxalement, c'est le film sur lequel j'ai mis moins de temps à financer. Même j'ai eu le choix de choisir les personnes avec qui j'avais envie de travailler pour me donner la liberté de faire ce film. C'est aussi ça,
Et puis derrière les financiers, entre guillemets, les directeurs de chaîne, les strips, les coproducteurs, les chefs de région, il y a aussi des personnes, hein, donc Bien sûr. il y a des hommes et des femmes qui sont sensibilisés à des sujets de société. D'ailleurs, la région Hauts-de-France, Picta Novo, était derrière le projet et partie prenante aussi sur... C'était assez couillu ce qu'on a fait parce qu'on n'avait pas l'aide, on avait déjà commencé... Elisabeth Guillaume, ma productrice, qui commence toujours les choses avant qu'on ait l'argent. Mais on avait déjà commencé parce qu'on était dans un timing assez serré de disponibilité de comédiens. On avait déjà commencé à chercher. Mais oui, de toute façon, la région Hauts-de-France, enfin moi je dis Nord-Pas-de-Calais, ça me gave, Hauts-de-France. Ouais, Nord-Pas-de-Calais ou Picardie. Hauts-de-France, ça ne s'adapte pas du tout à cette région. Je sais pas, j'ai l'impression. C'est pas faux. Ça en éloigne complètement. Ça fait Hauts-de-France, tu vois, ça fait très... alors qu'on est dans le Nord-Pas-de-Calais, c'est très bien. Oui. Bon, voilà. Et les gens... Moi, le scénario, c'est une promesse. Ce que je crois, hein, c'est que le scénario, c'est une promesse avec des noms, des comédiens et un réalisateur et un producteur. Nous, on fait une promesse à un distributeur, on fait une promesse à... Enfin, voilà, aux financiers, quoi. Et la seule chose qui n'est pas palpable entre le scénario et le film, c'est l'humain. C'est nos rencontres humaines, c'est ce qu'on va découvrir dans les décors, les rencontres qu'on va faire, et en fait toute l'investigation qu'on va y faire pendant le tournage. Et moi, je fais toujours des promesses sur les scénarios, et je me dis, de toute façon, dans ma petite tête, je me dis, je dois faire un film meilleur que le scénario. Ça doit être exponentiel. Parce que on ne sait pas qui est Hugh Grant au moment où on lit le scénario, on ne sait pas qui est Audrey, on ne sait pas le potentiel de jeu, on ne connaît pas la direction d'acteur, on ne connaît pas... Enfin, c'est une promesse, quoi. Et sur celui-là, c'est le film qui m'a été le plus dur. Enfin, de toute façon, le prochain sera encore plus dur que celui-là, j'imagine. Mais celui-là, il était dur à faire parce que je voulais être vrai. Et ça paraît bizarre, mais parce qu'on stigmatise beaucoup les personnages de la rue et la grande précarité. Donc on a énormément de clichés. Des clichés réels ou des clichés cinématographiques. Le clochard, il boit, il se drogue. D'ailleurs, il y a beaucoup de films où c'est le clochard, il y a le médecin, les personnages principaux qui ont un prénom, et puis le clochard. On voit au générique le clochard, oui, mais ça s'est vu beaucoup. Oui, et moi, c'est aussi pour ça que je voulais casser ces idées préconçues, etc., et m'en consacrer un centre. C'était là, arriver dans une vérité, que ce soit dans les décors, dans les organisations du centre d'accueil, dans les problématiques des travailleurs sociaux, dans le but, dans l'administration, parce que, à l'instar de Ken Loach qui avait fait I, Daniel Blake, qui montrait que l'administration tuait des gens, c'était ça son point de vue. Et moi, ce film était une claque, j'imagine pour vous. Enfin, c'était vraiment... Enfin, pour moi, c'est un chef-d'œuvre, donc j'aurais pu faire la même chose en moins bien, vraiment en moins bien, très très moins bien, parce que c'est quand même un chef-d'œuvre, ce film. Mais avec ce film, c'était montrer les solutions, aller dans quelque chose de solaire, montrer des résistants modernes, des résistants de la vie, des gens, des hommes et des femmes qui ont une simplicité de rapport qui me manque, moi, au quotidien. L'oxygène que donnent les hommes à ce film, que donne Quentin, que donne Laurent à Audrey, c'est dingue. Enfin, on en a besoin, quoi, parce qu'on étouffe dans un monde qui est agressif, qui est agressé. Et là, moi, personnellement, je suis très bien avec elle. J'ai l'impression que pendant 1h40, je prends de l'oxygène sur la violence extérieure. Ouais. Enfin, c'est peut-être ce que je dis, mais... Là, on est sur les tournées d'avant-première et les rencontres avec le public. Bon, il y a un bon accueil du film un peu partout. Il y a le Festival d'Arras, par exemple, et d'autres, bien évidemment. Et là, ce soir en avant-première à Beauvais, quelle est pour vous justement l'importance, la nécessité, le besoin et tout ce qui va avec de rencontrer le public en live comme ça?
Ou l'angoisse. Ça permet de voir où est-ce qu'on en est, où est-ce que le film en est aussi beaucoup. Au théâtre, quand tu joues le soir, tu sors, t'as les gens qui t'attendent dehors, le retour il est immédiat. Alors que quand tu fais un film ou une série télé ou un truc, il faut que t'attendes le temps du montage, etc. Et puis quand le truc sort, t'es chez toi. Donc tu vois pas vraiment l'impact que ce que tu as fait peut avoir auprès des gens. Et c'est primordial de faire des tournées pour ça. Tout simplement parce que c'est pour des spectateurs qu'on fait un film. Si tu fais un film que pour toi, tu vois. Bah, donc ça s'appelle un film de famille. Ouais. Pardon ? Ça s'appelle un film de famille. Oui, voilà, c'est ça. C'est autre chose. Auquel cas, tu le montreras quand même à un public qui s'appellera ta famille. Exactement. Mais de fait, ouais, c'est hyper important de voir dans les yeux des gens si on a réussi à mettre des étoiles ou pas, quoi. Et jusque-là, je touche du bois, ça va. On a plutôt un accueil extraordinaire, quoi. Et les gens, j'ai l'impression qu'ils s'approprient le film, en fait. C'est ça qui est beau, c'est qu'à chaque fois qu'il y a des prises de parole à la fin, les gens disent « Ah ben moi, je connais quelqu'un qui... Moi, j'ai été assistante sociale. Moi, j'ai fait ci, ça. » En fait, le film, ça devient leur film, quoi. Parce que vous rencontrez des gens, évidemment, qui ont des parcours de vie, ça résonne. Qui sont proches. C'est ça qui est ouf aussi, c'est que la misère, elle est vraiment partout, en fait. Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un qui est dans la misère. La précarité. C'est pas pareil. Donc c'est aussi triste à ce niveau-là de le constater comme ça, quoi. C'est-à-dire que la précarité est vraiment universelle. Malheureusement. La misère, c'est le misérabilisme. La précarité, malheureusement, elle est beaucoup... Il y a des gens qui vivent très bien en précarité. Il y a de la grande précarité de partout, ça c'est clair. Moi, je fais des films, je fais des films sociaux, donc social, des intrigues sociétales qui je l'espère, rassemblent, en tout cas rassemblent dans l'intérêt. Et le cinéma s'invite ici, dans les débats, puisque du coup, ça devient quelque chose des films qui font débat dans le sens noble du terme, donc ça devient de la politique. On débat à la fin. Et si, avec ce film particulièrement, si on baisse le regard dehors, devant des personnes qui font la manche ou quoi, parce qu'on n'a pas les solutions, parce qu'on ne sait pas comment faire, parce qu'on est sollicité, parce que on a peur d'être dans le même schéma. Moi, ce que je propose avec ce film, c'est justement de relever le regard, de les regarder frontalement, avec humour, avec émotion, mais surtout avec intimité. C'est une intimité, et ça, le cinéma s'invite là, dans des sujets comme ceci, comme celui-ci, qui sont des sujets qui ne sont pas faciles d'accès. Et la comédie, le genre de la comédie, crée la passerelle entre le spectateur et ce sujet qu'on ne veut pas voir. Donc pour moi, faire des tournées, j'en ai parlé à François Clair, un distributeur, la première fois, je dis moi, j'aime ça. On met sa vie entre parenthèses pendant 4 mois, là, faut le savoir. On peut aller d'Angoulême. On était le 21 août à Angoulême. On est le 13 décembre. J'ai passé quasiment tous les jours de ma vie à montrer le film. Depuis le 21 août. Et il y a quelque chose qui, sur ce film particulièrement, mais je sais pas, hein, on est à la veille de la sortie, le film sort le 9 janvier, je sais pas ce qu'on va... Ce que je vois, moi, c'est que ce que je ressens, c'est que, en fait, si on élargit le sujet du film, qui est comment on retrouve de la visibilité, il y a le parcours d'une vie en entier. Et des accidents de vie, on en franchit tous, on en dépasse tous, on en surpasse tous dans une vie. Le chômage, la maladie, le deuil, une séparation. Donc pour les plus chanceux qui ont des amis, une famille, eh ben, peuvent être aidés, et ceux qui ne peuvent pas être aidés, là qui n'ont pas ça, il y a des institutions qui sont là. Moi j'essaie juste avec ce film de dire tiens, il faut encourager ces institutions-là. Et si on regarde le parcours de ces femmes dans le film, moi personnellement je me prends une leçon de vie, puisque je les vois, je m'interroge sur ces accidents, comment fait-on pour relever la tête, pour reprendre confiance en soi, pour reprendre du lien social, pour sortir, revoir ses potes, tu vois, quand on a ces accidents de vie, eh ben, il faut de l'aide, il faut de l'entraide, il faut du vivre ensemble. Et moi, ce que ces femmes
me donne, voilà. C'est une super leçon de vie, en fait, positive. C'est de la rébellion positive. Autant ces travailleurs sociaux sont des résistantes modernes, autant ces femmes de la rue sont des combattantes modernes. C'est le combat qui est le plus beau, en fait, la lutte qui est le plus beau. En fait, c'est ce qui m'intéresse à filmer, plus que le but à atteindre. Et du coup, on est dans quelque chose où chacun a sa petite trajectoire de vie. Laurent, Audrey, enfin voilà, tous les personnages, ils veulent pas plus, ils veulent conserver ce qu'ils ont. Et aujourd'hui, je crois, enfin, j'avais fait Discount et Carole, en fait, c'est peut-être mon combat, peut-être sur le prochain film aussi. Moi, je m'intéresse à ces résistants modernes qui se battent envers et contre tous pour conserver leurs acquis sociaux, pas pour avoir plus. Et Quentin, Laurent, il veut être aimé, il veut que la personne qu'il aime le regarde. Ça. Il veut pas des milliers des cents, il est bien dans son petit job, il aide et il essaye de mettre la limite, mais il aide. Dimitri, Pablo Poli, qui est un immense acteur qui n'a juste envie de sa sœur et de demander sa femme sa future femme en mariage. C'est des petites actions comme ça. Et pourtant, moi j'ai vu le film 358 fois. Chaque fois que je le vois se mettre à genoux, je chiale comme un con. Non, parce que ça me touche, c'est simple. Mais voilà, on va proposer à ceux qui n'auront pas vu le film ce soir en avant-première à Beauvais de retrouver le film à partir du 9. On met en lumière les invisibles. Ouais. Oui, le 9 janvier, en tout cas, ces femmes et ces travailleurs sociaux seront visibles à tout le monde. Ouais. Voilà, dans toutes les salles. Celles dans le film, mais celles qui travaillent au quotidien. Parce que le film, il est vraiment dédié il fait un parallèle, évidemment, pour celles qui ne sont pas à l'écran. À ces travailleurs sociaux, mais on a essayé de faire un film, nous. Mais on a essayé de rire et de faire un film. Acteur Claire Lajeunie m'a donné un flambeau. Nous, on a essayé, voilà, on a fait le film. Maintenant, le flambeau, il est au spectateur. Clé à vous, le 9 janvier. On propose fortement aux gens d'aller voir ce film. Les Invisibles. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. On va vous confronter au monde du travail. J'ai 56 ans, je m'appelle les Didi. Non, tu t'appelles pas les Didi. Est-ce que t'es les Didi? Non. Il faut que tu donnes ton vrai nom. Je répare de l'électroménager. Je l'ai appris en prison. Parce que j'ai tué mon mari. Attends, Chantal. J'aime pas mentir. Oui, mais tu mens. Audrey, elle dit pas qu'elle a un problème avec les hommes. Non, attends, moi j'ai aucun problème avec les hommes. Voilà, Audrey, là, elle ment. Et c'est pas grave. Je vais rapporter des luminaires de chez moi. Comment veux-tu qu'elle soit autonome si tu mâches tout pour elle? T'as pas vu dans leur regard l'espoir qui est revenu. Je sais pas comment elles sont belles, comment elles ont envie maintenant. C'est pour les Didi. C'est la plus moche qui trouve un mec. C'est pas mal ce qu'il a. T'as vu l'engin, il est bien.